Le sang de Lucas se glaça quand le millionnaire prononça froidement la sentence de mort contre Tempête, un étalon au regard si profond qu'il semblait comprendre son destin. Cette nuit-là, les mains tremblantes d'un garçon de 12 ans allaient défier un empire pour sauver un animal jugé sans valeur, ignorant que ce geste désespéré transformerait leurs deux vies à jamais. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y. La pluie fine de novembre transformait les chemins de terre du centre équestre Beaumont en un labyrinthe de boue. Lucas Dubois, 12 ans, frêle mais agile, se faufilait entre les écuries luxueuses avec une fourche presque aussi grande que lui. Ses cheveux châtains collaient à son front tandis qu'il travaillait, nettoyant méthodiquement chaque box. Ce N n'était pas un travail glorieux, mais chaque euro gagné rapprochait le garçon de son rêve, avoir un jour son propre cheval. Les écuries Beaumont, situées dans la campagne vallonnée de Normandie, N n'était pas un endroit ordinaire. Propriété du millionnaire Philippe Beaumont, elles abritaient des pur sang valant chacun plus que ce que le père de Lucas, ouvrier d'usine, ne gagnerait en 10 ans. Pour Lucas, travailler ici après l'école et les week-ends était à la fois une torture et un privilège, si proche des chevaux qu'il adorait, mais douloureusement conscient qu'il ne lui appartiendrait jamais. Dubois, tu n'as pas encore fini l'aile ouest ? La voix de Marcel Girard, le directeur des écuries, résonna contre les murs en bois poli. Dépêche-toi, le patron arrive dans 1 heure pour voir Tempête. Lucas hocha la tête, accélérant son rythme de travail. Tempête, le simple nom envoyait des frissons le long de sa colonne vertébrale. Un étalon noir comme la nuit avec une unique marque blanche en forme D éclair sur le front, Tempête était la fierté des écuries Beaumont, ou du moins, il l'avait été jusque à récemment. Il est comment aujourd'hui ? Osa demander Lucas, tout en sachant qu'il ne devrait pas entamer de conversation avec son supérieur. Marcel soupira, son visage buriné par des décennies passées avec les chevaux, se ramollissant légèrement. Pas mieux. Cette jambe ne guérit pas comme prévu. Tempête, le champion en devenir, s'était blessé lors d'un entraînement 3 semaines auparavant. Une blessure au tendon que les vétérinaires avaient jugée mineure au début, mais qui refusait de guérir correctement. Pour un cheval de course valant des millions, une jambe moins que parfaite signifiait... Lucas n'osait pas terminer cette pensée. 1 heure plus tard, le crissement de pneus sur le gravier annonça l'arrivée de Philippe Beaumont. Grand, dans la cinquantaine, avec des cheveux poivre et cils impeccablement coiffés et un costume sur mesure, l'homme dégageait une autorité naturelle. Lucas l'observait depuis son poste de nettoyage, fasciné et intimidé. « Montre-moi » ordonna Beaumont sans préambule, ignorant les salutations serviles de son personnel. Marcel guida son patron vers le box isolé où Tempête avait été déplacée. Lucas, abandonnant toute prétention de travail, se glissa silencieusement derrière eux, se cachant derrière une pile de foin. Le magnifique étalon noir hennit doucement en reconnaissant son propriétaire. Même blessé, Tempête demeurait l'image même de la noblesse équine, musclé, altier, avec des yeux intelligents qui semblaient comprendre les paroles humaines. « Faites-le marcher », commanda Beaumont. Marcel ouvrit la porte du box et passa une longe autour du cou de Tempête. Avec une délicatesse qui contrastait avec son apparence rustique, il guida l'animal dans l'allée centrale. Le boitement était subtil, mais indéniable, un léger déséquilibre dans la démarche autrement fluide du cheval. Le visage de Beaumont se durcit. 3 semaines et aucune amélioration. Le vétérinaire dit que « Je me fiche de ce que dit le vétérinaire », interrompit Beaumont, sa voix tranchante comme une lame. Ce cheval était un investissement. S'il ne peut plus courir, il est inutile. Lucas sentit son cœur s'arrêter. Il connaissait ce ton,
l'avait entendu auparavant quand d'autres chevaux avaient déçu les attentes impitoyables du millionnaire. « Nous pourrions le vendre comme reproducteur », suggéra prudemment Marcel. « Son pédigré au tâte est compromis par cette faiblesse. Je ne diluerai pas ma lignée. » Beaumont sortit son téléphone, consultant rapidement son agenda. « J'ai un vol pour Dubaï demain. Occupez-vous de ça avant mon retour. Appelez Moreau. Il sait comment gérer ses déchets. » Lucas dut plaquer sa main contre sa bouche pour étouffer son hoquet de stupeur. Moreau était le vétérinaire qui venait quand des chevaux devaient être euthanasiés. Marcel semblait aussi troublé. « Monsieur, peut-être devrions-nous attendre quelques semaines de plus ?» ai-je bégayé, Girard. Le ton de Beaumont était glacial. « Le cheval est défectueux. Je n'investis pas dans des produits défectueux. Réglez ça. » Sur ces mots, le millionnaire tourna les talons, laissant Marcel seul avec Tempête dans l'allée silencieuse. Lucas, toujours caché, sentit des larmes chaudes couler sur ses joues. Ce haine n'était pas juste. Tempête méritait mieux que d'être jeté comme un objet cassé. Marcel ramena doucement aile et talons dans son box, murmurant des paroles que Lucas ne pouvait entendre. Quand le directeur passa devant sa cachette, le garçon vit quelque chose qu'il n'avait jamais observé sur ce visage dur, des larmes. Cette nuit-là, allongé sur son lit dans la petite maison qu'il partageait avec son père à la périphérie de Saint-Lazare, Lucas ne pouvait dormir. Les images de Tempête tournaient dans son esprit avec la voix froide de Beaumont prononçant cette sentence mortelle, défectueux. Peu après minuit, Lucas prit sa décision. Son grand-père, décédé 2 ans auparavant, avait laissé une vieille grange abandonnée à 3 kilomètres des écuries Beaumont. Personne n'y allait jamais. C était isolé, mais il y avait un petit pré clôturé, un ruisseau. Il enfila rapidement des vêtements chauds, griffonna un mot pour son père endormi et sortit dans la nuit froide. Une seule pensée guidait ses pas précipités vers les écuries. « Je ne les laisserai pas te tuer, Tempête, pas comme ça. » Pas pour si peu. Le centre équestre était plongé dans un silence inquiétant lorsque Lucas y arriva, essoufflé par sa course dans la nuit. La lune, partiellement voilée par des nuages épars, projetait des ombres mouvantes entre les bâtiments. Le garçon connaissait les routines de sécurité par cœur. L'unique gardien de nuit, le vieux Étienne, faisait sa ronde du côté des bureaux à cette heure-ci, laissant les écuries momentanément sans surveillance. Lucas se glissa par la petite porte de service dont la serrure était défectueuse depuis des mois, un détail que personne n'avait jugé utile de réparer et qu'il avait soigneusement gardé secret. L'odeur familière du foin et du cuir l'accueillit, mêlée aux exhalaisons chaudes des chevaux endormis. Il avança sur la pointe des pieds, son cœur battant si fort qu'il craignait que le bruit n'alerte quelqu'un. Arrivé devant le box de Tempête, il s'arrêta, fasciné malgré l'urgence. L'étalon noir se tenait immobile, ses yeux intelligents reflétant la faible lumière qui filtrait par les fenêtres hautes. L'animal semblait attendre, comme s'il savait ce qu'il attendait demain. « Salut, mon beau !» chuchota Lucas en ouvrant délicatement la porte du box. « Je suis venu te sauver. » Tempête ne broncha pas lorsque le garçon entra, se contentant de baisser légèrement sa noble tête pour renifler les mains de Lucas. Cette confiance immédiate fit monter des larmes aux yeux du jeune garçon. « On doit être très silencieux, d'accord ?» murmura-t-il en caressant l'encolure puissante du cheval. « Ils veulent te faire du mal, mais je ne les laisserai pas faire. » Avec des gestes précautionneux, Lucas passa un licol autour de la tête de Tempête et accrocha une longe. Le cheval se laissa faire docilement, comme s'il comprenait la gravité de la situation. Quand Lucas tira doucement sur la longe, l'étalon le suivit sans hésiter, son sabot blessé posé avec précaution sur le sol de béton. Le plus difficile restait à faire, traverser les 200 mètres de terrain découvert entre l'écurie et le petit portail arrière que Lucas avait repéré lors de ses journées de travail. Un portail rarement utilisé,
donnant directement sur les champs qui étendaient jusqu'à la propriété de son grand-père. « Doucement, mon grand », encouragea Lucas en guidant le cheval vers la sortie. À mi-chemin de la cour, un bruit métallique retentit. Lucas se figea, tirant Tempête vers l'ombre d'un tracteur. La silhouette d'Étienne apparut à l'angle du bâtiment principal, sa lampe torche balayant les alentours. « Qui est là ?» appela le gardien, sa voix rocailleuse brisant le silence nocturne. Lucas, accroupi contre le flanc chaud de Tempête, retint son souffle. Si près du but, un hennissement maintenant, et tout serait fini. Comme s'il avait lu dans ses pensées, Tempête demeura parfaitement immobile, pas même un frémissement ne trahissant sa présence. Étienne, après avoir inspecté sommairement les environs, marmonna quelque chose à propos de « saleté de renard » et reprit sa ronde, s'éloignant vers les paddocks. « Merci » souffla Lucas en caressant le museau velouté de ailes et talons. « Tu es vraiment le plus intelligent. » Le reste du trajet jusqu'au portail se déroula sans encombre. Une fois dans les champs, Lucas permit à Tempête d'adopter un rythme plus naturel, malgré sa claudication. La vieille grange N était plus qu'à 2 kilomètres à travers des prairies et un petit bois. Pendant le trajet, sous le ciel étoilé de Normandie, Lucas sentit un mélange d'exaltation et de terreur l'envahir. Qu'avait-il fait ? Il venait de voler un cheval valant une fortune à l'homme le plus puissant de la région. Quand le vol serait découvert, la police serait certainement appelée. Et même s'il parvenait à cacher Tempête, comment le nourrirait-il ? Comment soignerait-il sa jambe ? Mais à chaque fois que le doute l'assaillait, il repensait aux paroles glaciales de Beaumont. Le cheval est défectueux, réglez ça. Et sa résolution se raffermissait. La grange apparut enfin, silhouette grise et délabrée contre le ciel nocturne. Le toit avait des trous par endroits, mais la structure tenait bon, vestige d'une époque où le grand-père de Lucas élevait quelques vaches. À l'intérieur, le sol était couvert de vieilles pailles poussiéreuses et des toiles d'araignées pendèrent des poutres. Ce N n'était pas les écuries luxueuses de Beaumont, mais C était un refuge. « Bienvenue dans ta nouvelle maison, Tempête », dit Lucas en guidant lait et talons à l'intérieur. « Ce n'est pas grand-chose, mais au moins, ici, personne ne te fera de mal. » Il improvisa un box en utilisant de vieilles barrières en bois, créant un espace où le cheval pourrait se reposer. Après avoir installé Tempête avec de l'eau puisée au ruisseau et un peu de foin qu'il avait apporté des écuries, Lucas s'assit contre un ballot de paille, soudain épuisé. Le cheval s'approcha, posant doucement son museau contre la joue du garçon comme pour le remercier. Ce simple geste fit éclater en sanglots Lucas, qui entoura de ses bras le cou puissant de l'animal. « Je te promets de prendre soin de toi », murmura-t-il entre deux sanglots. « Je ne sais pas encore comment, mais je trouverai un moyen. » Dans la pénombre de la vieille grange, un pacte silencieux se forma entre le garçon rejeté par ses pères et le cheval jugé inutile par son propriétaire. Deux âmes unies par le besoin d'être valorisées pour ce qu'elles étaient vraiment. L'aube commençait à poindre lorsque Lucas quitta la grange, courant vers la maison pour y arriver avant le réveil de son père. Demain serait un jour difficile, le jour où le vol de Tempête serait découvert. Mais pour la première fois de sa vie, Lucas savait qu'il avait fait quelque chose de juste, quelque chose qui comptait vraiment. Le centre équestre Beaumont était en effervescence lorsque Lucas y arriva le lendemain après l'école. Des voitures de police étaient garées devant l'entrée principale, leurs gyrophares bleus illuminant par intermittence les façades élégantes des écuries. Le cœur du garçon battait la chamade, tandis qu'il descendait de son vélo, tentant désespérément d'afficher une expression de surprise innocente. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il à Léonie, une des palefrenières qui se tenait à l'écart, observant le chaos. « Quelqu'un a volé Tempête cette nuit, » répondit-elle, les yeux écarquillés.
Un cheval valant une fortune, disparu sans laisser de traces. Lucas déglutit péniblement. Volé? Comment c'est possible avec toute la sécurité? Léonie haussa les épaules. C'est ce que tout le monde se demande. Étienne jure qu'il n'a rien vu, mais Monsieur Beaumont est revenu de Paris en urgence et menace de le licencier. À cet instant, la voix tonitruante de Philippe Beaumont résonna depuis les bureaux. « Je me fiche de vos excuses, commissaire. Retrouvez mon cheval ou je contacterai personnellement votre supérieur. » Lucas se faufila discrètement vers les écuries, prétendant se mettre au travail. Marcel l'intercepta, son visage plus sévère que jamais. « Dubois, pas de nettoyage aujourd'hui. La police veut interroger tout le personnel. Mais moi aussi, bégaya Lucas, sentant une sueur froide couler le long de son dos. « Tout le monde, confirma Marcel. C'est la procédure standard. Ne t'inquiète pas si tu n'as rien à te reprocher. Si le directeur avait observé plus attentivement, il aurait remarqué la pâleur soudaine du garçon. Ses mains tremblantes, agrippant la fourche comme un naufragé, s'accrochent à une bouée. L'interrogatoire se déroula dans un petit bureau à l'écart. L'inspectrice Mercier, une femme d'une quarantaine d'années au regard perçant, posa des questions simples. Depuis quand Lucas travaillait-il ici? Connaissait-il bien le cheval disparu? Avait-il remarqué quelque chose d'inhabituel ces derniers jours? « Je ne suis qu'un palefrenier, répondit Lucas, fixant ses chaussures boueuses. Je nettoie les box, c'est tout. Je n'ai pas le droit d'approcher les chevaux de compétition. » Ce N était pas totalement faux, mais chaque mot prononcé alourdissait le poids sur sa conscience. L'inspectrice le fixa longuement avant de noter quelque chose et de le congédier avec un simple « merci pour ta coopération ». En sortant, Lucas croisa Philippe Beaumont qui l'ignora complètement, trop occupé à hurler au téléphone des ordres à ses avocats. Le garçon saisit des bribes de conversation. Doubler la récompense. 50 000 € pour quiconque retrouvera Tempête, vivant de préférence. Mais la carcasse me conviendra aussi pour l'assurance. Ces derniers mots glacèrent le sang de Lucas. Pour Beaumont, Tempête N était qu'un investissement, un actif à récupérer ou, à défaut, à monnayer. Après cette journée éprouvante, Lucas attendit la nuit tombée pour se faufiler hors de chez lui. Son père, épuisé par son travail à l'usine, s'était endormi devant la télévision. Le garçon avait préparé un sac contenant des carottes volées dans le réfrigérateur familial, une vieille couverture et une trousse de premiers soins dérobée dans la salle des soins du centre équestre. La grange était silencieuse lorsqu'il y arriva, essoufflé par sa course nocturne. « Tempête !» appela-t-il doucement, craignant soudain que le cheval ne se soit échappé ou, pire, que quelqu'un l'ait découvert. Un hennissement doux lui répondit depuis le fond du bâtiment. Elle et Talon Noir étaient toujours là, sa silhouette majestueuse se découpant dans la pénombre. Lucas alluma la petite lampe à pile qu'il avait apportée, illuminant l'espace d'une lueur jaunâtre. « J'ai eu tellement peur aujourd'hui », confia-t-il à Tempête en lui offrant une carotte. « Il te cherche partout. Beaumont a même offert une récompense. » Le cheval croqua la carotte, ses yeux intelligents fixés sur le garçon, comme s'il comprenait chaque mot. Lucas examina ensuite la jambe blessée. Le tendon semblait enflé, chaud, au toucher. Dans la trousse de premiers soins, il avait trouvé une pommade anti-inflammatoire et des bandages. « Je ne suis pas vétérinaire, » murmura-t-il, « mais je vais faire de mon mieux. » Avec une douceur infinie, il appliqua la pommade sur la zone douloureuse, massant délicatement comme il avait vu les soigneurs le faire au centre. Tempête frémit, mais ne se déroba pas, semblant comprendre que le garçon tentait de l'aider. « Tu sais, » poursuivit Lucas tout en travaillant, « ma mère disait toujours que les animaux sentent quand on veut leur bien. Elle adorait les chevaux, comme moi. C'est elle qui m'emmenait voir les poneys quand J était petit. » Sa gorge se serra à elle, évocation de ce souvenir. Sa mère était partie 3 ans auparavant, emportée par la maladie,
laissant un vide que rien ne semblait pouvoir combler. « Je crois qu'elle t'aurait aimé », chuchota-t-il en achevant le bandage. Les jours suivants, établirent selon une routine précaire. Lucas se rendait au centre équestre après l'école, écoutait les rumeurs sur le cheval volé, puis rentrait chez lui pour dîner rapidement avec son père avant de prétendre aller se coucher tôt. Une fois la maison silencieuse, il s'éclipsait pour rejoindre Tempête. Il avait commencé à emprunter du foin et des granulés au centre, prélevant de petites quantités dans différents endroits pour éviter d'éveiller les soupçons. La nourriture disparaissait mystérieusement des stocks, mais dans le chaos qui régnait depuis le vol, ces détails passaient inaperçus. Une semaine après le sauvetage, Lucas remarqua que Tempête semblait moins boiter. L'inflammation avait diminué et le cheval paraissait plus à l'aise pour se déplacer dans l'enclos improvisé. « Tu vois, tu n'étais pas défectueux », dit-il fièrement en guidant elle et Talon pour une courte promenade autour de la grange. « Tu avais juste besoin de repos et de soins, mais les problèmes s'accumulaient. L'argent de ses maigres économies fondait rapidement pour acheter des compléments alimentaires pour chevaux à la coopérative du village voisin. Les nuits sans sommeil commençaient à affecter ses résultats scolaires. Et pire encore, les recherches s'intensifiaient. Des affiches avec la photo de Tempête étaient placardées partout, jusque dans la cantine de son école. Des drones survolaient régulièrement la campagne, cherchant toute trace du précieux animal. Lucas avait même entendu que Beaumont avait engagé des détectives privés pour compléter le travail de la police. Le soir du 10e jour, alors qu'il rentrait de la grange, Lucas trouva son père assis à la table de la cuisine, l'attendant malgré l'heure tardive. Henri Dubois, homme au visage creusé par le labeur et le chagrin, fixait son fils avec un mélange d'inquiétude et de sévérité. « Où étais-tu, Lucas ?» demanda-t-il d'une voix calme qui ne présageait rien de bon. « Et ne me dis pas que tu étais au lit. J'ai vérifié il y a 1 heure. » Le garçon resta figé sur le seuil, son esprit cherchant frénétiquement une explication plausible. Mais avant qu'il puisse répondre, son père posa sur la table un objet qui fit s'arrêter son cœur, un bout de crin noir, identique à la robe de Tempête, trouvé sur sa veste. Le silence qui s'installa dans la petite cuisine était aussi lourd que du plomb. Lucas fixait le crin noir posé sur la table comme s'il s'agissait d'une preuve irréfutable de crime, ce qu'il était en quelque sorte. « Je peux t'expliquer », commença-t-il, sa voix à peine plus audible qu'un murmure. Henri Dubois croisa les bras, son visage fatigué reflétant plus d'inquiétude que de colère. « J'espère bien, parce que j'ai entendu beaucoup de choses ces derniers jours. Des rumeurs au café sur un cheval volé valant une fortune, des policiers patrouillant dans le village, et mon fils qui disparaît chaque nuit. » Lucas prit une profonde inspiration. Il connaissait son père, un homme juste, honnête jusqu'à la moelle, qui avait toujours enseigné à son fils l'importance de l'intégrité. Que penserait-il en apprenant que son enfant était devenu un voleur? « Papa, ils allaient le tuer !» lâcha finalement Lucas, les larmes aux yeux. Beaumont avait ordonné qu'on l'abatte juste parce qu'il avait une petite blessure à la jambe. Henri fronça les sourcils. « De quoi parles-tu » Les mots se déversèrent alors comme un torrent. Lucas raconta tout, le diagnostic de Tempête, l'ordre glacial de Beaumont, le sauvetage nocturne, la cachette dans la grange du grand-père. À mesure qu'il parlait, il voyait le visage de son père passer de l'incrédulité à la compréhension, puis à une expression indéchiffrable. « Tu as volé un cheval qui vaut probablement plus que notre maison », résuma Henri quand son fils eut terminé. « Un cheval que tout le département recherche. » Lucas hocha la tête, ses épaules s'affaissant sous le poids de la culpabilité. « Je sais que était mal de voler, mais je ne pouvais pas le laisser mourir, papa. Il ne méritait pas ça. » Henri se leva lentement, passa une main fatiguée sur son visage mal rasé, puis se dirigea vers la fenêtre. La nuit était claire,
les étoiles brillant au-dessus des champs qui s'étendaient jusqu'à la vieille grange. « Ta mère aurait fait la même chose, dit-il finalement, si doucement que Lucas crut avoir mal entendu. Quoi ? Claire n'aurait jamais laissé un animal souffrir si elle pouvait l'empêcher. Henri se retourna, un sourire triste aux lèvres. Elle avait cette conviction que toute vie a de la valeur, même celle que les autres jugent sans importance. Lucas sentit une boule se former dans sa gorge. C'était rare que son père évoque sa mère, la douleur était encore trop vive pour eux deux. Alors, tu n'es pas fâché ? Oh, je suis furieux que tu aies mis notre famille en danger, corrigea Henri, son ton devenant plus ferme. Ce que tu as fait est illégal, Lucas. Si on te découvre, les conséquences seront graves. Je sais, mais, interrompit son père en levant une main. Je comprends pourquoi tu l'as fait. Et je ne peux pas dire que j'aurais agi différemment à ta place. Il s'approcha de son fils et posa une main lourde sur son épaule. Montre-moi. Une demi-heure plus tard, père et fils se tenaient dans la vieille grange, éclairés par la lampe à pile de Lucas. Tempête les observait avec curiosité, sa noble tête haute, ses naseaux frémissants, alors qu'il humait l'odeur du nouveau venu. Henri siffla doucement, admiratif malgré lui. « Ah, il est magnifique, n'est-ce pas ?» acquiesça Lucas, une fierté évidente dans sa voix. « Et regarde, sa jambe va beaucoup mieux. Il boite à peine maintenant. » Henri s'approcha lentement du cheval, lui permettant de renifler sa main avant de caresser son encolure luisante. « Tu as fait du bon travail avec sa blessure, » admit-il, en examinant le bandage soigneusement appliqué. « Mais Lucas, tu dois comprendre. On ne peut pas le garder. » Le cœur du garçon sembla s'arrêter. « Mais papa, si on le rend à Beaumont, je n'ai pas dit qu'on allait le rendre à ce salopard, » corrigea Henri, surprenant son fils par ce rare accès de vulgarité. « J'ai travaillé brièvement aux écuries Beaumont quand J était plus jeune, avant de rencontrer ta mère. Je connais le genre d'homme qu'est Philippe Beaumont, le genre qui voit les animaux et les gens comme des outils, rien de plus. » Lucas sentit un léger espoir renaître. « Alors, qu'est-ce qu'on va faire ?» Henri soupira, caressant toujours distraitement elle les talons. « Je ne sais pas encore, mais je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. Martine Rousseau. » « La vétérinaire ? Elle a une petite ferme équestre près de Dieppe. Elle recueille des chevaux maltraités, les soigne, les réhabilite. Et elle déteste Beaumont presque autant que je le déteste. » Pour la première fois depuis des jours, Lucas sentit un véritable soulagement l'envahir. Il n'était plus seul dans cette situation impossible. On pourrait l'appeler demain, suggéra Henri. Mais ce soir, je vais t'aider à mieux installer ce géant. Cette grange a besoin de quelques réparations si on veut qu'il reste caché. Au cours des jours suivants, père et fils travaillèrent ensemble pour améliorer les conditions de vie de Tempête. Henri colmata les fuites dans le toit, construisit une mangeoire plus adéquate avec des matériaux récupérés et renforça la clôture du petit pré attenant pour que le cheval puisse profiter du soleil en sécurité. Lucas remarquait les changements chez son père, comme si s'occuper de Tempête avait réveillé quelque chose en lui, une passion que le deuil et les années de travail monotone avaient étouffée. Il racontait à son fils des histoires de sa jeunesse passée avec les chevaux, des techniques d'entraînement qu'il avait apprises, des rêves qu'il avait abandonnés. Pendant ce temps, Tempête continuait de s'améliorer. Sa démarche devenait plus fluide chaque jour, et sa personnalité commençait à s'affirmer, noble mais joueur, puissant mais doux avec le jeune garçon qui l'avait sauvé. Un soir, alors que Lucas brossait les talons, Henri entra dans la grange, son téléphone à la main et une expression grave sur le visage. « J'ai parlé à Martine », annonça-t-il. « Elle accepte de nous aider. Mais il y a un problème. Beaumont a engagé des détectives privés qui contrôlent toutes les fermes équestres de la région. Ils vérifient chaque cheval, chaque étable. » Lucas sentit son estomac se nouer. « Alors, on ne peut pas emmener Tempête chez elle ? » « Pas maintenant, » confirma Henri.
Il faut attendre que les recherches se calment. Martine dit que ça pourrait prendre des mois. Des mois? Le garçon regarda Tempête, inquiet. On peut le garder caché aussi longtemps? Henri s'approcha, posant une main sur l'épaule de son fils. On va devoir essayer, mais Lucas, il y a autre chose que Martine a suggéré, quelque chose qui pourrait aider Tempête à long terme. Quoi donc? L'entraînement. Elle dit que ce cheval a un potentiel énorme. Si on pouvait lui apprendre autre chose que la course, peut-être le dressage, cela pourrait lui ouvrir une nouvelle carrière. Lucas caressa le museau de Tempête, réfléchissant. « Je ne connais rien au dressage, papa. »« Moi non plus, » admit Henri. « Mais Martine nous a envoyé des vidéos, des livres. Elle dit que tu as un don avec les chevaux. Elle l'a vu quand tu es venu à sa clinique avec elle, école, l'année dernière. » Le garçon se rappelait cette visite, comment il avait calmé un poney nerveux que personne n'arrivait à approcher, gagnant l'approbation silencieuse de la vétérinaire. « Tu crois que je pourrais y arriver ?» demanda-t-il, une lueur d'excitation perçant à travers l'inquiétude. Henri regarda son fils, sa détermination, sa compassion, cette connexion évidente avec l'animal magnifique qui se tenait à ses côtés. « Je crois que vous pourriez accomplir des miracles tous les deux, » répondit-il simplement. Ce soir-là marqua le début d'une nouvelle phase dans leur aventure clandestine. Une phase où sauver la vie de Tempête ne serait que le premier chapitre d'une histoire bien plus ambitieuse. L'automne céda la place à un hiver rigoureux, transformant la campagne normande en un paysage de givre et de silence. Dans la vieille grange isolée, désormais équipée d'un petit chauffage d'appoint que Henri avait installé, Lucas et Tempête entamaient un voyage aussi improbable qu'extraordinaire. Chaque jour après l'école, le garçon se plongeait dans les livres et vidéos de dressage envoyés par Martine Rousseau. La nuit, il mettait en pratique ses enseignements avec une patience infinie, guidant elle et Talon à travers les mouvements de base que Martine avait jugés appropriés pour sa rééducation. « Doucement, mon beau », murmurait Lucas, tandis que Tempête exécutait un cercle parfait dans l'espace limité de la grange. « C'est ça, maintenant ralentis. Garde le rythme. » La jambe de Tempête S était considérablement améliorée, mais Lucas veillait à ne jamais le pousser trop loin. Chaque session commençait par un échauffement minutieux, suivi d'exercices progressivement plus complexes, et se terminait par des étirements et des soins attentifs. Ce qui fascinait le garçon, CC, était l'intelligence manifeste du cheval. Tempête semblait comprendre intuitivement ce qu'on attendait de lui, adaptant sa puissante musculature aux subtiles indications de son jeune guide. Parfois, Lucas avait l'impression que elle et Talon lui apprenait autant qu'il lui enseignait. « Il a une aptitude naturelle pour le dressage », avait commenté Martine lors d'une rare visite nocturne à la grange. Ironiquement, la blessure qui a failli lui coûter la vie pourrait l'avoir sauvé d'une carrière de course qui ne lui convenait pas. Cette observation avait frappé Lucas. « Vous pensez qu'il n'aurait pas été heureux comme cheval de course ?» La vétérinaire avait observé Tempête avec ses yeux experts. « Regarde son comportement, sa façon de se mouvoir. Ce cheval aime la précision, l'élégance. Il a une conscience extraordinaire de son corps. Les courses, c'est la vitesse brute, l'adrénaline. Tempête est plus un artiste qu'un sprinter. » Ces mots avaient renforcé la conviction de Lucas. Il ne sauvait pas seulement Tempête de la mort. Il l'aidait à trouver sa véritable vocation. Pendant ce temps, Henri jonglait entre son travail à l'usine et ses contributions au projet secret. Il avait fabriqué des obstacles rudimentaires et un carré de dressage improvisé dans la partie la plus isolée du pré, invisible depuis la route. Plus importante encore, il maintenait une façade de normalité dans le village, écoutant les rumeurs sans éveiller de soupçons.
Beaumont a doublé la récompense, rapporta-t-il un soir de janvier, secouant la neige de son manteau en entrant dans la grange. 100 000 € maintenant. Lucas, qui tressait la crinière de Tempête, sentit son estomac se nouer. Les gens vont chercher encore plus. Ou penser que le cheval est mort ou vendu à l'étranger, nuança Henri. C'est ce que beaucoup commencent à croire. Personne n'imagine qu'un étalon de ce prix puisse se trouver dans une vieille grange à 3 kilomètres de son écurie d'origine. Cette remarque fit sourire Lucas, mais son inquiétude persistait. Malgré leurs précautions, chaque jour comportait des risques. Le plus grand d'entre eux survint un après-midi de février, alors que Lucas rentrait de l'école. Des traces de pas dans la neige fraîche menaient directement vers la grange. Le cœur battant, le garçon suivit prudemment ses empreintes. Elles appartenaient à un adulte, trop grande pour être les siennes, différentes de celles de son père. Quelqu'un avait découvert leur secret. À l'entrée de la grange, il s'arrêta, paralysé par la peur. Des voix résonnaient à l'intérieur. L'une d'elles était celle de son père, tendue, défensive. L'autre lui était inconnue. Complètement irresponsable, disait la voix étrangère. Vous réalisez les ennuis dans lesquels vous vous êtes mis. Lucas poussa doucement la porte, prêt à défendre Tempête à tout prix. La scène qui l'accueillit le figea sur place. Son père se tenait près de l'étalon, les bras croisés. Face à lui, une femme élancée aux cheveux grisonnants gesticulait avec animation. C était Martine Rousseau, la vétérinaire. « Lucas, dit-elle en l'apercevant, je disais justement à ton père qu'abriter un cheval volé dans ces conditions, c'est de la folie. » Le garçon sentit ses espoirs s'effondrer. « Vous allez nous dénoncer ?» Martine soupira, son expression s'adoucissant. « Si j'avais voulu vous dénoncer, la police serait déjà là, non ?» Martine a remarqué mes achats réguliers de fournitures équines, expliqua Henri. Elle a fait le lien, et je suis venu voir par moi-même, compléta la vétérinaire en s'approchant de Tempête. Je m'attendais à trouver un animal négligé, mal soigné, mais je dois admettre que vous avez fait un travail remarquable. Elle examina la jambe autrefois blessée de l'étalon, palpant le tendon avec des doigts experts. La guérison est presque complète. Et son état général est excellent, considérant les circonstances. Lucas sentit un léger espoir renaître. « Alors, vous allez nous aider ?»« C'est déjà ce que je fais, non ?» répondit Martine, avec un demi-sourire. « Mais maintenant que j'ai vu Tempête en personne, je comprends mieux l'ampleur du défi. » Elle se tourna vers Henri. « Beaumont ne renoncera jamais. » Ce cheval représente trop pour son ego et son portefeuille. « Qu'est-ce qu'on peut faire, alors ?» demanda Lucas, la gorge serrée. Martine observa l'étalon qui semblait suivre leur conversation avec une intelligence presque humaine. Puis elle regarda les équipements rudimentaires, les livres de dressage soigneusement annotés par Lucas, les indices d'un dévouement extraordinaire. « On va devoir penser différemment, » dit-elle finalement. Pas seulement le cacher, mais transformer Tempête en un cheval que personne, pas même Beaumont, ne reconnaîtrait. « Comment ?» interrogea Henri, perplexe. « Par l'entraînement, le temps et un peu de créativité, » répondit Martine avec une lueur dans le regard. « Lucas, ce que tu as commencé instinctivement pourrait être notre solution. Nous allons faire de Tempête un véritable cheval de dressage. Un athlète si différent du coursier de Beaumont que personne ne fera jamais le rapprochement. » Cette nuit-là, après le départ de la vétérinaire, Lucas resta longuement auprès de Tempête, réfléchissant aux paroles de Martine. L'idée paraissait folle, métamorphoser un pur sang conçu pour la vitesse en un artiste du dressage. Pourtant, en observant l'étalon noir qui le regardait avec une confiance absolue, le garçon sentit que C était possible. « Tu n'as jamais été ce qu'il pensait, » murmura-t-il en caressant le front de Tempête
là où brillait cette unique marque blanche en forme d'éclair. Ensemble, on va leur montrer qui tu es vraiment. Les saisons se succédèrent, transformant la campagne normande au rythme de la nature. Le printemps apporta des averses nourricières et des bourgeons tendres. L'été baigna les champs de chaleur dorée. Un nouvel automne déposa son tapis de feuilles rousses. Et tout au long de ce cycle, dans le secret de la vieille grange, quelque chose d'extraordinaire prenait forme. Tempête n'était plus le même animal. Sa musculature était transformée, passant de celle d'un sprinter à celle d'un danseur, plus définie, plus souple, façonné par d'innombrables heures d'exercice de dressage. Sa robe noire luisait de santé, et sa démarche avait acquis une grâce presque surnaturelle. Lucas, désormais âgé de 13 ans, avait lui aussi changé. Plus grand, plus assuré, il avait développé une présence calme qui contrastait avec l'agitation typique des adolescents. Ses professeurs notaient sa concentration exceptionnelle, ignorant que chaque soir, il pratiquait l'art subtil de communiquer sans mots avec un être de 500 kilos. Extension du trot, tempête, commandait-il doucement, à peine perceptible pour quiconque l'aurait observé. Elle et Talon répondaient instantanément, allongeant sa foulée avec une élégance époustouflante, transformant le modeste carré de dressage en scène d'opéra. La complicité entre le garçon et le cheval dépassait l'entendement. Ils semblaient partager une conscience commune, anticipant mutuellement leurs intentions. « C'est prodigieux », commentait souvent Martine Rousseau lors de ses visites bimensuelles. Des cavaliers professionnels mettraient des années à développer une telle harmonie. La vétérinaire était devenue bien plus qu'une complice dans leurs secrets. Elle était leur mentor, leur guide dans le monde complexe du dressage équestre. Elle apportait des équipements professionnels, des vidéos d'entraînement, parfois même des tenues et des selles empruntées à ses clients. « Et j'ai une nouvelle », annonça-t-elle un soir de septembre, alors que Lucas et Henri terminaient une session d'entraînement. Beaumont a officiellement arrêté les recherches. Henri s'essuya le front, surpris. Après tout ce temps, je pensais qu'il n'abandonnerait jamais. L'assurance a finalement payé apparemment, expliqua Martine. Il a déclaré tempête comme perte totale et a touché plusieurs millions. Évidemment, il ne dira jamais publiquement qu'il a renoncé, son ego ne le supporterait pas, mais les détectives ont été congédiés. Lucas, qui brossait délicatement l'encolure de tempête, sentit un poids s'envoler de ses épaules. Alors, on est libre. Martine tempéra son enthousiasme d'un geste de la main. Pas tout à fait. Beaumont a encore des contacts partout dans le monde équestre. Si Tempête réapparaissait soudainement, quelqu'un pourrait faire le lien. Alors, on doit continuer à se cacher? La déception était palpable dans la voix du garçon. Non, répondit la vétérinaire avec un sourire mystérieux. Je pense qu'il est temps de passer à l'étape suivante du plan. Elle sortit de son sac une pochette en cuir usé qu'elle tendit à Henri. À l'intérieur se trouvaient des documents officiels, un passeport équin, des certificats d'origine, même un carnet de vaccination complet. « Je vous présente Éclair Noir », annonça-t-elle fièrement. Hongre de 4 ans, issu d'un élevage artisanal du sud de la France, récemment acquis par, voyons voir, ah oui, monsieur Henri Dubois. Lucas examina les papiers, bouche bée. C'est légal? Disons que c'est un arrangement créatif, répondit Martine avec un clin d'œil. J'ai des amis qui comprennent certaines situations exceptionnelles. Henri parcourait les documents avec incrédulité. Ça semble tellement authentique. Ça l'est, d'une certaine façon, assura Martine. Le cheval existe réellement, ou plutôt existait. Il est mort d'une colique l'an dernier, mais son propriétaire n'a jamais enregistré le décès. Moyennant quelques services vétérinaires gratuits, il a accepté de prêter l'identité de son cheval.
Lucas s'approcha de Tempête, caressant sa marque blanche en forme d'éclair. « Éclair noir », murmura-t-il, testant le nouveau nom. « Ça lui va bien. »« Mais pourquoi maintenant ?» demanda Henri, toujours prudent. « Pourquoi prendre ce risque alors que nous avons réussi à le garder caché si longtemps ?» Le visage de Martine s'illumina d'une excitation à peine contenue. « Parce qu'il est prêt, et vous aussi. Dans 2 mois se tiendra le concours régional de dressage junior à Deauville, un événement parfait pour la première apparition publique des Éclairs noirs et de son jeune cavalier prodige. » Lucas sentit son cœur s'accélérer. Un concours public, des juges, des spectateurs. L'idée était aussi terrifiante qu'excitante. « Mais je n'ai jamais participé à une compétition, » balbutia-t-il. « Je ne sais même pas si je monte correctement. » Martine posa une main rassurante sur son épaule. « Tu montes intuitivement, ce qui est parfois mieux que techniquement. » Bien sûr, il y a des détails à peaufiner, mais vous avez quelque chose que peu de couples cavalier-cheval possèdent, une connexion authentique. Elle se tourna vers Henri, dont l'expression trahissait l'inquiétude. « C'est risqué, je ne le nie pas. Mais réfléchissez, garder Tempête cachée ici pour toujours, est-ce vraiment une vie pour lui, pour Lucas ? Cette compétition pourrait être le début d'un avenir légitime pour eux deux. » Henri observa son fils, qui fixait désormais l'étalon avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Il reconnaissait cette expression, la même que Claire, sa défunte épouse, arborait face aux défis qui l'effrayaient mais qu'elle savait devoir relever. « Qu'en penses-tu, Lucas ?» demanda-t-il finalement. « C'est ta décision aussi. » Le garçon prit une profonde inspiration, puis se tourna vers Tempête. « Non, Éclair noir maintenant. » Elle, Étalon le regardait de ses yeux intelligents, comme s'il comprenait parfaitement l'importance du moment. « Je pense, » dit Lucas lentement, « qu'il est temps de montrer au monde ce dont nous sommes capables. » Les 2 mois qui suivirent furent les plus intenses que Lucas ait jamais vécus. L'entraînement s'intensifia sous la supervision rigoureuse de Martine, qui avait mobilisé son réseau pour leur venir en aide. 2 fois par semaine, le garçon et Tempête, désormais officiellement Éclair noir, se rendaient discrètement dans le manège couvert d'un ami de la vétérinaire, à 30 km de là pour s'habituer à un environnement de compétition. « Tiens ton dos plus droit », corrigeait Émilie Faucheux, une ancienne cavalière olympique que Martine avait convaincue de donner quelques leçons aux jeunes prodiges. « Et tes mains plus basses, plus souples. Le dressage est une conversation silencieuse, pas un monologue. » Lucas absorbait chaque conseil, chaque critique, avec une soif d'apprendre qui impressionnait même les professionnels. Il passait ses soirées à étudier les figures imposées du programme junior, visualisant chaque transition, chaque mouvement avec une concentration absolue. Henri, quant à lui, avait pris un congé à l'usine pour se consacrer à la préparation logistique. Il avait acheté une vieille camionnette et l'avait aménagée pour transporter Éclair noir confortablement. Ensemble, père et fils avaient de sélectionner l'équipement nécessaire, une selle de dressage d'occasion mais de qualité, un filet approprié, des protections pour les jambes du cheval. C'est un investissement considérable, avait soupiré Henri en calculant les dépenses. Un investissement dans l'avenir, avait corrigé Martine. Si Lucas et Éclair noir réussissent leur entrée dans le circuit, les portes s'ouvriront. Peut-être des sponsors, des opportunités d'entraînement. Ces perspectives semblaient si lointaines, presque irréelles, alors que Lucas luttait avec les bases du protocole de compétition. Comment entrer correctement dans le carré de dressage, saluer les juges, exécuter les figures dans l'ordre exact prescrit. À 10 jours du concours, un obstacle inattendu surgit. Lors d'une session d'entraînement, Éclair noir refusa catégoriquement d'exécuter un appuyé, un mouvement latéral complexe qu'ils avaient pourtant maîtrisé des semaines auparavant. « Il est tendu aujourd'hui »,
remarqua Émilie en observant elle et Talon qui secouaient nerveusement la tête. Quelque chose le perturbe. Lucas mit pied à terre, inquiet. « Tu crois qu'il est blessé ?» La cavalière expérimentée examina attentivement le cheval. « Non, c'est mental, pas physique. Peut-être ressent-il ton stress. » Cette remarque toucha Lucas en plein cœur. Ces derniers jours, l'angoisse de la compétition imminente l'avait effectivement envahi, troublant son sommeil et sa concentration. Avait-il transmis cette anxiété à son compagnon équin? « Laisse-moi seul avec lui un moment », demanda-t-il à Émilie. Quand la cavalière se fut éloignée, Lucas conduisit Éclair Noir vers un coin tranquille du manège. Là, sans selle ni filet, il s'assit simplement dans le sable, le dos appuyé contre la paroi en bois. Après quelques minutes, elle et Talon s'approcha, curieux, puis s'allongea partiellement à côté du garçon, sa grande tête reposant presque sur les genoux de Lucas. « Je suis désolé », murmura l'adolescent en caressant l'encolure puissante. « J'ai oublié pourquoi nous faisons tout ça. Ce n'est pas pour gagner des médailles ou impressionner des juges, n'est-ce pas ?» Le cheval émit un doux hennissement, comme en réponse. « On a commencé ce voyage parce que je ne supportais pas l'idée qu'on te considère comme défectueux, » poursuivit Lucas, la gorge serrée par l'émotion. « Parce que je savais que tu valais tellement plus que ce que Beaumont voyait en toi. » Éclair Noir releva légèrement la tête, ses yeux sombres fixés sur le garçon avec cette intensité particulière qui avait toujours fait frissonner Lucas. « Alors si on ne gagne pas, si on fait des erreurs, ça n'a pas d'importance, » conclut-il en souriant. « L'important, c'est qu'on soit ensemble, qu'on montre ce qu'on sait faire. » Juste toi et moi, comme au début. Cette conversation silencieuse marqua un tournant. Le lendemain, Éclair Noir exécuta l'appuyé avec une fluidité parfaite et les séances suivantes se déroulèrent dans une harmonie retrouvée. Émilie, observant leur progression, secoua la tête avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. « En 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu une connexion pareille », confia-t-elle à Martine. C'est comme s'ils partageaient une même conscience. Le jour du concours arriva finalement, baignant la côte normande d'une lumière automnale dorée. Le centre équestre de Deauville bourdonnait d'activité. Cavaliers nerveux, parents anxieux, chevaux impeccablement toilettés. Dans leur camionnette garée à l'écart, Lucas ajustait sa cravate blanche avec des doigts tremblants. « Tu es très élégant, » dit Henri, l'émotion transparaissant dans sa voix rauque. « Ta mère serait tellement fière. » Lucas hocha la tête, incapable de parler. La mention de Claire, rare dans leur quotidien, rendait ce moment encore plus solennel. Numéro 23, Lucas Dubois sur Éclair Noir. « Préparez-vous » annonça une voix dans les haut-parleurs. Henri aida son fils à sceller ailes et talons, dont la robe noire avait été brossée jusqu'à briller comme de l'obsidienne. Seule la marque blanche en forme d'« éclair » sur son front demeurait inchangée, un vestige de son ancienne identité que personne n'avait voulu effacer. « Souviens-toi, » dit Martine en rejoignant le duo, « respire profondément avant chaque figure, reste centré. Et surtout, profite de ce moment. » Lucas monta en selle, sentant immédiatement la force contenue de Éclair Noir sous lui. Il parcourut du regard l'espace de détente où d'autres concurrents échauffaient, certains sur des chevaux valant probablement une fortune, entraînés par des professionnels depuis leur plus jeune âge. « On n'est pas comme eux », murmura-t-il à l'oreille de Éclair Noir. « Et on est bien mieux », elle et Talon répondit par un léger tressaillement des oreilles, comme pour signifier son accord. Leur entrée dans le carré de dressage se fit sous le regard curieux des spectateurs. Un garçon inconnu sur un cheval sans pédigré officiel, une anomalie dans ce monde élitiste. Lucas sentit les regards sceptiques, entendit quelques murmures. Mais dès qu'il franchit la ligne médiane et exécuta son salut au juge, le monde extérieur s'effaça. Il n'y avait plus que lui et Éclair Noir,
dansant ensemble la chorégraphie qu'ils avaient répétée des centaines de fois. Chaque transition était fluide, chaque figure précise. Et les talons se mouvaient avec une grâce féline, répondant aux demandes presque imperceptibles de son cavalier. Lorsqu'ils terminèrent leur prestation, un silence étrange plana sur l'assistance, rapidement rompu par des applaudissements nourris. Lucas, revenant à la réalité, aperçut Martine qui essuyait discrètement une larme, et son père qui serrait ses mains l'une contre l'autre comme pour contenir une explosion de fierté. Plus tard, quand les résultats furent annoncés, la 3e place attribuée à Lucas Dubois sur Éclair Noir provoqua une onde de surprise. Pour une première participation, C était exceptionnel. C'est incroyable, balbutia Lucas en recevant sa cocarde et son prix. Je n'aurais jamais pensé. Ce n'est que le début, affirma Martine, rayonnante. Les juges m'ont parlé. Ils sont impressionnés par votre harmonie. L'un d'eux a même mentionné un potentiel pour les championnats nationaux juniors. Henri étreignit son fils, incapable de dissimuler sa fierté. « Tu l'as fait, mon garçon. Vous l'avez fait tous les deux. Cette journée aurait dû être uniquement joyeuse, un triomphe sans ombre. Mais alors qu'il chargeait Éclair Noir dans la camionnette, Lucas remarqua un homme âgé qui les observait attentivement depuis la tribune. Un homme au visage buriné qu'il reconnut immédiatement, Marcel Girard, l'ancien directeur des écuries Beaumont. « Papa, murmura-t-il, alarmé. On a un problème. » Le trajet de retour fut silencieux, chargé d'une anxiété palpable qui contrastait cruellement avec l'euphorie de quelques heures plus tôt. Henri conduisait, jetant des regards inquiets à son fils assis côté passager. À l'arrière, Éclair Noir se tenait calmement, ignorant la tempête émotionnelle qui agitait ses protecteurs. « Il m'a reconnu, j'en suis certain », répétait Lucas, fixant la route qui défilait dans l'obscurité. Et il a reconnu Tempête aussi. Nous n'en sommes pas sûrs, tempéra Henri, sans grande conviction. Marcel a quitté les écuries Beaumont peu après la disparition du cheval. Peut-être était-il simplement impressionné par votre performance. Lucas secoua la tête. Tu n'as pas vu son regard, papa. C était comme s'il voyait un fantôme. Martine, qui les suivait dans sa propre voiture, les rejoignit dès leur arrivée à la grange. Son visage habituellement serein trahissait une inquiétude similaire. « J'ai fait quelques appels », annonça-t-elle sans préambule. « Marcel Girard a effectivement quitté Beaumont il y a presque un an. Apparemment, il y a eu un désaccord majeur avec Philippe. Personne ne sait exactement pourquoi. Croit-on qu'il puisse nous dénoncer ?» demanda Henri en déchargeant l'équipement. Martine hésita. « C'est difficile à dire. » Marcel a toujours eu une réputation d'homme intègre, mais il a aussi travaillé 30 ans pour Beaumont. Ses loyautés ne s'effacent pas facilement. Lucas, qui s'occupait d'installer Éclair Noir dans son box, sentit une nausée l'envahir. Tout ce qu'ils avaient construit, le refuge secret, la nouvelle identité du cheval, son début prometteur dans le monde du dressage, tout cela pourrait s'effondrer à cause d'une simple reconnaissance. « On devrait peut-être partir, suggéra-t-il, la voix tremblante, aller dans une autre région ou même à l'étranger. Avec quel argent ?» rétorqua doucement son père. « Et ta scolarité ?» Ce n'est pas si simple, Lucas. Un silence pesant s'installa, uniquement troublé par les bruits apaisants de Éclair Noir qui mâchonnait son foin. L'animal semblait étrangement serein, comme détaché des préoccupations humaines. « Mais il y a peut-être une autre approche, » dit finalement Martine. « Si Marcel a quitté Beaumont en mauvais termes, il pourrait ne pas être enclin à lui rendre service. » Henri fronça les sourcils. « Tu suggères qu'on devrait le contacter ? Avouer ? » « Pas exactement avouer, » nuança la vétérinaire, « mais peut-être. Tâter le terrain, voir ce qu'il sait, ce qu'il compte faire. » Cette nuit-là, aucun des trois ne dormit beaucoup. Lucas resta dans la grange,
allongé sur une botte de paille près de Éclair-Noir, comme au premier jour de leur aventure. La possibilité de perdre son compagnon lui semblait insupportable, non pas tant à cause des conséquences légales, mais parce que le cheval était devenu une partie de lui-même, un miroir de son âme. « Je ne les laisserai pas nous séparer », murmura-t-il dans l'obscurité, recevant pour toute réponse le souffle chaud de Hel étalon contre sa joue. Le lendemain matin, alors que la brume automnale enveloppait encore la campagne normande, une voiture inconnue s'engagea dans le chemin menant à la propriété des Dubois. Lucas, qui nourrissait Éclair-Noir, sentit son cœur manquer un battement en reconnaissant le visiteur qui en descendait, Marcel Girard, vêtu d'une veste usée, son visage buriné impassible. Henri sortit à sa rencontre, tentant de maintenir une façade de normalité, mais la tension dans sa posture était évidente même à distance. « Monsieur Girard », salua-t-il avec une politesse forcée. « Que nous vaut cette visite matinale ?» L'ancien directeur des écuries Beaumont ne répondit pas immédiatement, son regard balayant les alentours, s'arrêtant sur la vieille grange. « Je pense que vous le savez très bien, monsieur Dubois, » dit-il finalement. « Puis-je voir le cheval ?» Lucas, qui avait rejoint son père, sentit ses jambes trembler. Il n'y avait plus de doute possible. Marcel savait. « Quel cheval ?» tenta faiblement Henri. Marcel eut un sourire triste. « Ne nous insultons pas mutuellement. J'ai reconnu ce garçon hier au concours, et j'ai surtout reconnu Tempête. Je connais chaque cheval qui est passé par mes écuries comme si ces étaient mes propres enfants. » Le silence qui suivit semblait contenir tout le poids de leur culpabilité. Finalement, Lucas se redressa, assumant une dignité au-delà de ses années. « C'est vrai, » admit-il, ignorant le regard alarmé de son père. Demain, si vous étiez venu pour le ramener à Beaumont, vous auriez amené la police, pas vrai? Cette remarque perspicace sembla surprendre Marcel, dont le visage s'adoucit légèrement. Intelligent, le petit, commenta-t-il. En effet, je ne suis pas venu avec les autorités, pas encore. Du moins, entrons, proposa Henri, désignant la maison. Cette conversation mérite un café. Autour de la table de la cuisine modeste des Dubois, les cartes furent remises sur table. Marcel écouta sans interruption le récit de cette incroyable histoire. Comment Lucas avait sauvé Tempête de l'euthanasie, comment père et fils l'avaient soigné et caché, comment Martine les avait aidés à créer une nouvelle identité pour l'animal. Beaumont était furieux quand il a découvert la disparition, raconta Marcel à son tour. Il a d'abord soupçonné un vol organisé par des concurrents, puis a accusé le personnel de négligence. Personne n'a jamais pensé qu'un gamin de 12 ans puisse être responsable. « Pourquoi avez-vous quitté les écuries ?» demanda Lucas, toujours direct. Le vieil homme soupira, ses mains rugueuses serrées autour de sa tasse. « Disons que la disparition de Tempête a été la goutte d'eau. J était contre l'euthanasie dès le départ. Ce cheval méritait une chance. Beaumont a refusé de m'écouter, comme toujours. Après des mois de tension, j'ai claqué la porte. » Un silence pensif suivit cette révélation. Henri échangea un regard avec son fils, puis se tourna vers leur visiteur. « Que comptez-vous faire maintenant ?» demanda-t-il simplement. Marcel observa longuement Lucas, comme s'il évaluait quelque chose d'important. « Ce garçon a-t-il le droit de monter ce cheval ?» demanda-t-il finalement. La question surprit tout le monde. Henri fronça les sourcils, confus. « Que voulez-vous dire ? Légalement, non, répondit Marcel à sa propre question. Mais moralement, ce garçon a sauvé un animal condamné, l'a soigné, lui a donné une nouvelle vie et un nouveau but. Dans mon livre, ça lui donne plus de droits que des papiers signés par des avocats. » Lucas sentit une lueur d'espoir naître en lui. « Alors, vous ne nous dénoncerez pas ?» Marcel se leva lentement, ses vieux genoux craquant.
Montrez-moi ce miracle que vous avez accompli, et ensuite je déciderai. » Dans la grange, Éclair Noir accueillit l'ancien directeur avec une curiosité tranquille. Marcel s'approcha lentement, murmurant des mots que lui seul connaissait. À la surprise de Lucas, l'étalon sembla reconnaître l'homme, poussant doucement son museau contre sa main tendue. « Il se souvient de moi », murmura Marcel, ému. « J'y étais là à sa naissance, vous savez. J'ai toujours su qu'il était spécial, différent des autres pur-sang. Trop réfléchi pour être simplement un coureur. Il examina attentivement la jambe, autrefois blessée, hochant la tête avec approbation. Une guérison parfaite. Les vétérinaires de Beaumont disaient que C était impossible. « Alors ?» demanda Henri, tendu. « Votre verdict ?» Marcel se redressa, passant une main calleuse sur son visage, fatigué. Sa décision semblait peser lourdement sur ses épaules. « Ce que vous avez fait est techniquement un crime, » commença-t-il, provoquant un frisson d'angoisse chez Lucas. « Mais parfois, la justice et la loi ne sont pas la même chose. » Il se tourna vers le garçon, son regard d'une intensité troublante. « J'ai vu comment ce cheval te regarde, comment il se comporte avec toi. En 40 ans de métier, je n'ai jamais vu une telle connexion. » Marcel tendit sa main rugueuse vers Lucas. « Je garderai votre secret, mais à une condition. »« Laquelle ?» demanda le garçon, hésitant. Un sourire inattendu éclaira le visage buriné du vieil homme. « Que tu me laisses t'aider à devenir le meilleur cavalier possible pour ce cheval extraordinaire. Il mérite rien moins que l'excellence. » La poignée de main qui scella cet accord impromptu marqua un nouveau tournant dans leur aventure, l'addition d'un allié aussi improbable qu'inestimable, un homme qui portait en lui des décennies d'expérience équestre et, plus importante encore, une éthique qui plaçait le bien-être des chevaux au-dessus de tout. Les années s'écoulèrent, comme les saisons en Normandie, chacune apportant son lot de défis, de croissance et de transformation. Sous la tutelle experte de Marcel Girard, Lucas et Éclair Noir progressèrent à une vitesse stupéfiante, gravissant les échelons du circuit junior de dressage avec une aisance qui suscitait à la fois admiration et curiosité. À 17 ans, Lucas N était plus le garçon timide qui nettoyait les box pour quelques euros. Grand, avec une assurance tranquille et une présence naturelle en selle, il était devenu une figure respectée dans le monde équestre régional. Quant à Éclair Noir, désormais âgé de 9 ans selon ses papiers officiels, il était transformé en un athlète accompli dont la réputation d'intelligence et de précision étendait bien au-delà de la Normandie. « Il parle de vous jusqu'à Paris », annonça un jour Marcel, en arrivant à l'écurie que Henri avait progressivement agrandie et modernisée. Le comité de sélection olympique junior a mentionné ton nom lors de leur dernière réunion. Lucas, qui ajustait méticuleusement la selle de son partenaire, marqua une pause. « Tu plaisantes ? Ai-je l'habitude de plaisanter sur des sujets pareils ?» rétorqua Marcel avec ce demi-sourire qui lui était caractéristique. Bien sûr, tu n'es pas encore sur la liste officielle, mais être dans leur radar à ton âge, c'est exceptionnel. Henri, qui s'occupait de la comptabilité modeste mais désormais positive de leur petite écurie, leva les yeux de ses papiers. Les Olympiques juniors. C'est une possibilité lointaine, tempéra Marcel, mais une possibilité tout de même. Cette nouvelle, aussi excitante soit-elle, raviva chez Lucas une angoisse familière, celle de être découvert. Plus il s'élevait dans les compétitions, plus les projecteurs s'intensifiaient, augmentant les risques que quelqu'un d'autre que Marcel fasse le lien entre Éclair Noir et le légendaire Tempête disparu 5 ans auparavant. « Et Beaumont ?» demanda Lucas, formulant la question qui les hantait tous. « Des nouvelles ?» Marcel secoua la tête. « Rien de particulier. Il a d'autres champions maintenant, d'autres préoccupations. La disparition de Tempête n'est plus qu'une anecdote dans son empire.
Malgré ses assurances, la menace restait présente dans l'esprit de Lucas. Chaque compétition majeure, chaque article mentionnant leur progression exceptionnelle était à la fois une victoire et un risque calculé. Le championnat national junior est dans 2 mois, rappela Marcel, sortant Lucas de ses réflexions. Si vous vous qualifiez et obtenez un bon classement, les portes s'ouvriront. Le championnat national, événement que Lucas avait à peine osé rêver d'atteindre un jour. L'endroit où les meilleurs jeunes cavaliers de France s'affrontaient sous le regard des recruteurs, des sponsors et des médias spécialisés. « On sera prêt », affirma Lucas, passant une main affectueuse sur l'encolure de Éclair Noir, qui, comme souvent, semblait suivre la conversation avec une attention presque humaine. Les semaines qui suivirent furent consacrées à une préparation minutieuse. L'entraînement s'intensifia, chaque mouvement étant perfectionné jusqu'à l'excellence. Marcel, désormais officiellement entraîneur de Lucas, ne laissait rien au hasard. Plus d'amplitude dans le passage, ordonnait-il. Et tes transitions doivent être imperceptibles, comme si le cheval lisait dans tes pensées avant même que tu ne formules une demande. En réalité, était presque le cas. La connexion entre Lucas et Éclair Noir S était approfondie au fil des années, atteignant un niveau que même les cavaliers professionnels trouvaient remarquable. Dans les moments les plus intenses de leurs prestations, il semblait que cavaliers et montures partageaient une conscience unique, leurs mouvements fusionnant dans une harmonie parfaite. « C'est un don », avait commenté Martine Rousseau, qui suivait toujours leur parcours avec un mélange de fierté maternelle et de émerveillement professionnel. Quelque chose qu'on ne peut ni enseigner ni apprendre, seulement cultiver quand on a la chance de le posséder. La qualification pour le championnat national fut obtenue haut la main lors d'une compétition régionale où le couple se classa premier avec une avance considérable sur leurs concurrents. Les juges, habituellement stoïques, n'avaient pu cacher leur admiration. Une telle maturité technique à cet âge, avait commenté la présidente du jury en remettant la médaille à Lucas. Et ce cheval, il a quelque chose de spécial, une présence que je n'ai vue que chez les grands champions. Ces compliments, aussi gratifiants soient-ils, rappelaient constamment à Lucas que leur secret devenait de plus en plus difficile à préserver. L'éclat particulier de Éclair Noir attirait l'attention, exactement ce qu'ils avaient cherché à éviter au début. 2 semaines avant le championnat national, l'inévitable se produisit enfin. Un dimanche matin pluvieux, alors que la petite équipe s'activait dans l'écurie désormais bien équipée que Henri avait construite pour remplacer la vieille grange, une voiture de luxe s'engagea dans l'allée. « Ce n'est pas Martine », murmura Henri en jetant un coup d'œil par la fenêtre. Lucas, qui ajustait la bride d'Éclair Noir pour une session d'entraînement, se figea. Qui alors ? La réponse vint sous la forme d'une silhouette élégante qui descendit du véhicule. Un homme grand, dans la soixantaine, impeccablement vêtu malgré la météo capricieuse. Philippe Beaumont lui-même, à peine changé depuis cette soirée fatidique où il avait prononcé la sentence de mort contre Tempête. « Reste ici », ordonna Henri à son fils, le visage pâle. « Marcel et moi allons gérer ça. » Mais Lucas ne pouvait se résoudre à rester en retrait. Ce moment, il l'avait redouté et anticipé pendant des années. Conduisant Éclair Noir dans son box, il murmura à l'oreille du cheval « Quoi qu'il arrive, je ne les laisserai pas nous séparer, je te le promets. » Elle, étalon, sentant peut-être la tension, frotta doucement sa tête contre l'épaule du jeune homme, ce geste de réconfort qui n'avait pas changé depuis leur première nuit ensemble. Lorsque Lucas rejoignit son père et Marcel à l'entrée de l'écurie, Beaumont les observait déjà avec un intérêt non dissimulé. « Monsieur Dubois, je présume ?» salua le millionnaire, tendant une main que Henri serra brièvement. Et Marcel, « Quelle surprise de vous trouver ici !»« Monsieur Beaumont ?» répondit froidement l'ancien directeur des écuries. « Que nous vaut l'honneur de votre visite ?»
Le propriétaire des écuries Beaumont sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. La curiosité professionnelle, disons. J'entends parler depuis des mois de ce prodige local et de son cheval extraordinaire. Quand j'ai découvert que mon ancien directeur était impliqué, ma curiosité s'est transformée en, disons, en intérêt particulier. Son regard se posa sur Lucas, elle évaluant avec la précision clinique d'un homme habitué à jauger la valeur des êtres vivants. Tu dois être Lucas Dubois. Félicitations pour ta qualification au national. Un accomplissement remarquable pour quelqu'un de ton milieu. La condescendance, à peine voilée, fit bouillir le sang du jeune homme. Mais il se contint, conscient de l'enjeu. Merci, monsieur. J'aimerais voir ton cheval, si tu permets, poursuivit Beaumont avec une désinvolture calculée. Éclair noir, c'est bien ça? Un nom évocateur. Le cœur de Lucas manqua un battement. Ce moment qu'ils avaient tant redouté était arrivé. Beaumont soupçonnait-il quelque chose? Ou s'agissait-il vraiment d'une simple curiosité professionnelle? Bien sûr, intervint Marcel avant que Lucas ne puisse répondre. Mais je dois vous prévenir, Philippe, ce n'est pas le genre d'installation luxueuse auquel vous êtes habitué. Oh, je m'en accommoderai, répondit Beaumont avec un sourire froid. Après tout, c'est le cheval qui m'intéresse, pas les bâtiments. Alors qu'il guidait le millionnaire vers le box d'éclairs noirs, Lucas échangea un regard lourd de sens avec son père. Ce qui allait suivre déterminerait tout leur avenir. Le box d'éclairs noirs, bien que modeste comparé aux installations luxueuses des écuries Beaumont, était impeccablement entretenu. El Étalon se tenait immobile, sa tête haute, ses yeux intelligents fixés sur les visiteurs, particulièrement sur l'homme en costume élégant qu'il n'avait pas vu depuis des années. Lucas retenait son souffle. Ce moment semblait suspendu dans l'éternité, un carrefour où leur passé, leur présent et leur avenir convergeaient en un instant de vérité. Beaumont s'approcha lentement, son regard analytique parcourant chaque centimètre de l'animal magnifique devant lui. Son expression demeura indéchiffrable alors qu'il étudiait la musculature, la posture et finalement la marque blanche en forme d'éclair sur le front du cheval. Remarquable, murmura-t-il finalement, une conformation presque parfaite pour le dressage. Qui est elle, éleveur? Marcel répondit avec une assurance pratiquée, un petit élevage dans le sud, vous ne connaîtriez pas. Beaumont hocha la tête, continuant son examen. Cette marque blanche est distinctive, elle me rappelle quelque chose. Le cœur de Lucas battait si fort qu'il était certain que tout le monde pouvait l'entendre. Était-ce le moment où tout s'effondrerait? Puis-je le voir bouger? Demanda soudainement Beaumont. Quelques minutes plus tard, Lucas guidait Éclair Noir dans le manège couvert, exécutant quelques figures de base. La tension dans ses épaules contrastait avec la fluidité parfaite de son partenaire équin. Beaumont observait, son visage impassible, tandis que Marcel et Henri retenaient leur souffle. Après une démonstration concise, Lucas ramena El Étalon au centre du manège. Beaumont s'approcha, touchant brièvement la jambe autrefois blessée de l'animal. « Il y a 5 ans, commença-t-il lentement, j'ai perdu un cheval exceptionnel, un étalon noir avec une marque blanche similaire. Lucas sentit le sol vaciller sous ses pieds. Je l'ai déclaré perdu, encaissé l'assurance, poursuivit Beaumont. Mais parfois, je me demande ce qu'il serait devenu si j'avais fait d'autres choix. Il releva les yeux vers Lucas et pendant un instant, un bref instant, le jeune homme crut y voir quelque chose qui ressemblait à du regret. Ce cheval-ci, conclut finalement Beaumont, est exactement ce que Tempête aurait pu devenir avec le bon cavalier. Tu as de la chance, jeune homme, de trouver un partenaire si parfaitement adapté à tes capacités. Un silence lourd suivit cette déclaration. Avait-il reconnu Tempête et choisi délibérément de ne pas le dire,
Ou préférait-il l'illusion confortable que son précieux investissement était perdu à jamais? Lucas ne saurait jamais avec certitude, car Beaumont changea brusquement de sujet. « Je cherche à diversifier mes investissements équestres », annonça-t-il. « Le dressage devient rentable ces temps-ci. Je serais intéressé par un partenariat, sponsoriser votre participation au championnat national et au-delà. » Henri et Marcel échangèrent un regard stupéfait. Lucas, lui, fixait directement Beaumont. « Je vous remercie de l'offre, monsieur, » répondit-il avec une maturité qui surprit même son père. « Mais Éclair Noir et moi préférons continuer notre chemin indépendamment. Certaines choses ne s'achètent pas. » Un sourire énigmatique traversa le visage du millionnaire. « Comme tu voudras, mais mon offre reste valable. Parfois, les secondes chances sont précieuses. » Sur ces paroles ambiguës, Philippe Beaumont prit congé, laissant derrière lui une famille abasourdie et un secret peut-être intact, ou peut-être simplement respecté. 2 semaines plus tard, sous les projecteurs du championnat national junior de dressage, Lucas et Éclair Noir entrèrent dans l'arène principale de Fontainebleau. Le public nombreux, les drapeaux flottant dans la brise légère, les juges attentifs, tout semblait irréel pour le jeune cavalier qui avait débuté son parcours dans une grange abandonnée. Parmi les spectateurs, Henri et Marcel observaient avec une fierté indescriptible. Et à quelques rangées d'eux, dissimulés par des lunettes de soleil, Philippe Beaumont assistait en silence à la renaissance d'un animal qu'il avait jadis condamné. La prestation fut transcendante. Chaque mouvement, chaque transition racontait l'histoire extraordinaire de leur parcours, non pas avec des mots, mais avec la langue universelle de la grâce et de l'harmonie parfaite. Lorsque Lucas exécuta le salut final, un silence respectueux enveloppa l'arène, rapidement brisé par des applaudissements tonitruants. Le score affiché, 9,8, était presque sans précédent pour un cavalier junior. La médaille d'or, les félicitations des juges, les offres de sponsors qui suivirent, tout cela semblait secondaire face à la véritable victoire. Celle d'un garçon qui avait vu de la valeur là où d'autres ne voyaient que des défauts. Celle d'un cheval qui avait trouvé sa véritable vocation grâce à l'amour plutôt qu'à l'ambition. Plus tard ce soir-là, seul avec Éclair Noir dans l'écurie temporaire du championnat, Lucas appuya son front contre celui du cheval, exactement comme il l'avait fait cette première nuit de sauvetage. « On a réussi, mon beau », murmura-t-il. « On leur a montré à tous ce que tu vaux vraiment. » Elle étalon hennit doucement, comme en accord, sa marque blanche brillant sous la lumière tamisée, un éclair de destin qui avait guidé leur vie entrecroisée vers une destination que ni l'un ni l'autre n'aurait pu imaginer. Dans un monde obsédé par la perfection apparente, ils avaient prouvé que la véritable excellence naît souvent des imperfections surmontées, des obstacles transformés en tremplins et surtout de cette conviction inébranlable que chaque être vivant mérite une chance de révéler sa grandeur cachée.